Monsieur le Président, merci infiniment d'être avec nous. Nous avons obtenu un compte-rendu de votre conversation avec Vladimir Poutine, et il en ressort une certaine note d'optimisme. Vladimir Poutine a accepté un cessez-le-feu immédiat sur l'énergie et les infrastructures, mais non un cessez-le-feu de 30 jours. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé? Eh bien, la situation est la suivante. Nous avons des armes pointées les unes contre les autres, de manière insensée, car tout cela ne se serait jamais produit si j'avais été président. Cette guerre n'aurait jamais dû éclater, et pourtant, elle a eu lieu. Voilà où nous en sommes. Actuellement, les armes sont braquées de part et d'autre, et un cessez-le-feu, sans aller plus loin dans les négociations, aurait été difficile à obtenir. La Russie est en position de force, comme vous le savez. Elle a encerclé environ 2500 soldats. Ils sont encerclés de manière stratégique, et ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons en finir. Regardez, nous faisons ce qu'il faut. Il n'y a aucun Américain impliqué. Mais il pourrait y en avoir si cela devait dégénérer en Troisième Guerre mondiale, ce qui serait totalement absurde. Cependant, vous savez, des événements imprévisibles peuvent survenir. Et je pense que nous avons eu un excellent échange. Il a duré presque 2 heures. Nous avons discuté de nombreux sujets dans l'optique d'obtenir la paix. Nous avons également abordé d'autres questions. Poutine a-t-il mentionné des points non négociables? Il a été rapporté, et je crois même que les médias du Kremlin l'ont affirmé, qu'il a exigé un arrêt immédiat de l'aide à l'Ukraine pour parvenir à cet accord en plusieurs étapes. Non, il ne l'a pas fait. Nous n'avons pas évoqué l'aide, en réalité. Nous n'en avons pas parlé du tout. Nous avons abordé de nombreux sujets, mais l'aide n'a jamais été mentionnée. D'après le compte-rendu, les deux parties souhaitent améliorer les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. C'est exact. Comment peut-on faire confiance à Vladimir Poutine dans cette volonté d'améliorer les relations, alors qu'il est également influencé par son proche allié, le président 11 de Chine? Écoutez, nous avons nos propres discussions avec le président Xi Jinping, et lui aussi souhaite entretenir de bonnes relations. Il cherche à établir un dialogue, et nous cherchons à établir un dialogue avec lui. Et nous y parviendrons. Nous avons un problème commercial avec la Chine, un déséquilibre très important dans les échanges. Avec la Russie, nous n'avons pas un volume de commerce aussi considérable, mais ils aimeraient que ce soit le cas, et nous aussi. Ils possèdent des ressources qui nous sont très précieuses, notamment d'importantes réserves de terres rares. Leur territoire est immense. Ils disposent, vous savez, d'une étendue de terre considérable, la plus vaste du monde pour un pays, et de loin. Et à ce sujet, ils possèdent des ressources dont nous pourrions avoir besoin, honnêtement, et dont d'autres pourraient également profiter. Je pense que le président 11 souhaite entretenir de bonnes relations, et je pense que la Russie veut également entretenir de bonnes relations avec les États-Unis. Je pense aussi que nous sommes aujourd'hui un pays bien différent de ce que nous étions il y a seulement quelques mois. Nous sommes désormais un pays respecté. Nous ne l'étions pas. On se moquait de nous. Nous avions une direction incompétente. Prenons cette guerre en exemple, elle ne se serait jamais produite si j'avais été président. Votre volonté de nouer une nouvelle relation avec la Russie est-elle en partie influencée par le rapprochement entre la Russie et la Chine depuis votre départ de la présidence en 2021? Vous aviez auparavant exprimé le souhait d'écarter la Chine de cette région du monde et de renforcer les liens avec la Russie. En tant qu'étudiant de l'histoire, ce que je suis, et après avoir tout observé, la première chose que l'on apprend est qu'il ne faut pas laisser la Russie et la Chine s'unir. Cela étant dit, non, ce n'est pas un facteur majeur dans cette décision, mais cela pourrait arriver ou ne pas arriver. Obama les a en réalité forcés à se rapprocher à travers sa politique énergétique désastreuse. Par ses nombreuses décisions, il a favorisé une alliance qui n'aurait jamais dû voir le jour. Ce n'était pas naturel. Pour une raison simple, la Russie dispose d'un territoire immense, alors que la Chine manque de terre. La population russe est bien inférieure à celle de la Chine. Naturellement, ils étaient ennemis. Ils sont peut-être amis aujourd'hui, mais nous allons nous aussi être amis avec eux. Je pense que nous allons entretenir de bonnes relations avec les deux pays. La Chine a désespérément besoin de nous en matière de commerce. Mais nous devons rétablir l'équilibre du déficit commercial. Nous avons aujourd'hui un déficit de plus d'1 trillion de dollars avec la Chine. C'est inimaginable. Et nous allons agir sur ce point. Quant à la Russie, elle aimerait bénéficier de notre puissance économique. Depuis 2015, une critique récurrente vous est adressée. Vous auriez plus en commun avec Vladimir Poutine qu'avec les dirigeants mondialistes, notamment certains leaders de l'OTAN, voire avec Zelensky. Vous seriez tous les deux nationalistes, tandis que Zelensky serait davantage un mondialiste. Comment réagissez-vous à cela? Eh bien, je suis un nationaliste, mais un nationaliste pour les États-Unis,
pas pour un autre pays. Et c'est intéressant, car personne n'a été plus dur avec la Russie que moi. C'est moi qui ai dénoncé Nord Stream 2 et qui l'ai stoppé. Nord Stream, je crois, le plus grand gazoduc du monde, destiné à alimenter toute l'Europe. Sa construction avait débuté avant mon arrivée à la présidence. Ils étaient en bonne voie et je l'ai arrêté. J'ai mis un coup d'arrêt net au projet. Je l'ai stoppé net. Ce n'est pas une décision que prendrait quelqu'un qui favoriserait la Russie. C'était leur plus grand projet et je l'ai interrompu. Dès que Biden est arrivé, il a immédiatement approuvé. L'une de ses premières décisions en tant que président a été d'autoriser Nord Stream 2. Personne ne parlait de Nord Stream 2 avant ma présidence. J'ai demandé, que faites-vous? Vous construisez un pipeline reliant l'Allemagne et d'autres pays d'Europe, vous leur versez des milliards de dollars chaque mois, et nous devons dépenser une fortune pour les protéger militairement. Cela ne peut pas fonctionner. Et le projet a été arrêté. Puis Biden l'a approuvé, ce qui était une décision incroyablement stupide. Mais il l'a fait. Poutine m'a d'ailleurs dit, « Si vous êtes mon ami, je n'ose imaginer ce que serait un ennemi. » Il l'a dit avec beaucoup de fermeté. Malgré cela, j'ai entretenu d'excellentes relations avec Poutine. J'ai eu d'excellentes relations avec le président 11, de très bonnes relations avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Beaucoup de relations positives. Et c'est une bonne chose, pas une mauvaise. Mais en même temps, je défends avant tout les intérêts de notre pays. C'est pour cela que nous parlons de droits de douane. Nous allons faire entrer des trillions de dollars aux États-Unis grâce aux tarifs douaniers. J'aimerais aborder cette question dans un instant. Mais d'abord, l'autre grande actualité du jour. Le président de la Cour suprême a publié une déclaration rare en réaction à votre message posté plus tôt sur Truth Social, dans lequel vous appeliez à la destitution du juge James Bosbert après qu'il a ordonné l'arrêt des vols de déportation vers le Salvador. Cette déclaration rappelle que depuis plus de 2 siècles, l'impeachment est réservé à des circonstances exceptionnelles et ne doit pas être une réponse à une décision judiciaire avec laquelle on est en désaccord. Quelle est votre réaction face à cette intervention de la Cour suprême? Ils ne sont pas intervenus lorsque Joe Biden a décidé d'effacer toutes ses dettes étudiantes. D'ailleurs, il n'a pas mentionné mon nom dans sa déclaration. Je l'ai lu rapidement et il ne m'a pas cité. Mais de nombreuses personnes réclament la destitution de ce juge. Je ne sais pas qui est ce juge, mais c'est un radical de gauche. Il a été nommé par Obama. Et il a déclaré que nous ne devrions pas pouvoir expulser des criminels, des tueurs, des meurtriers, les pires individus, des membres et chefs de gang. Il estime que nous ne devrions pas être autorisés à les renvoyer hors du pays. Or, c'est une prérogative présidentielle. Ce n'est pas à un juge local de prendre une telle décision. J'ai trouvé cela terrible. En fait, alors que les expulsions étaient déjà en cours, il y a eu une ordonnance, si j'ai bien compris, pour les faire revenir ou les empêcher de partir. Et ce n'est pas une décision que le pays peut accepter. Ces individus sont entrés aux États-Unis à cause d'un président incompétent qui a laissé les frontières ouvertes et permis à n'importe qui dans le monde d'entrer. Nous avons accueilli des meurtriers, des criminels issus d'institutions psychiatriques et des détenus. Le juge dit en substance, « Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il existe toujours une procédure en place. » Vous pouvez lire entre les lignes. Il n'y a pas encore eu de décision définitive. Je sais que votre ministère de la Justice fait appel sur plusieurs motifs. Mais cela amène certaines personnes à se demander s'il existe des décisions judiciaires que vous seriez prêts à ne pas respecter, estimant que le juge n'a pas compétence en la matière ou que ces questions sont avant tout politiques et ne relèvent pas de la justice. Que leur répondriez-vous? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles vous défieriez une décision de justice? Eh bien, tout d'abord, personne n'a été confronté à autant de tribunaux que moi. Je pense que personne ne connaît mieux le système judiciaire que moi. Je dirais que le juge en chef le connaît mieux, mais personne ne le connaît mieux que moi. Et compte tenu de ce qu'ils m'ont fait subir, j'ai eu affaire aux pires juges. J'ai eu des juges corrompus. J'ai eu des juges qui ont évalué Mar-a-Lago à 18 millions de dollars uniquement parce que cela servait leur dossier, car ils voulaient me condamner pour quelque chose. J'ai eu des juges dont les proches ont gagné des millions et des millions de dollars grâce aux élections, tout en statuant sur ces mêmes élections. Mais à l'avenir, iriez-vous jusqu'à défier une décision de justice? J'ai eu des juges tellement corrompus. Et vous ne le feriez pas à l'avenir? Tout le monde le sait. C'était scandaleux. Non, je n'ai jamais défié une décision de justice. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Cependant, nous avons de mauvais juges. Nous avons de très mauvais juges. Et ces juges-là ne devraient pas être autorisés à siéger. Je pense qu'à un certain moment, il faut se demander que faire lorsqu'on a affaire à un juge rebelle. Le juge dont nous parlons, si vous examinez ses autres décisions, même celles qui ne me concernent pas directement, c'est un extrémiste. Il exige des détails sur les heures de départ des vols.
J'imagine qu'il cherche à établir un précédent en insinuant que votre administration aurait défié une décision de justice. Or, vous avez affirmé ne pas avoir communiqué d'horaire précis et votre ministère de la Justice a déposé une requête auprès du tribunal pour empêcher toute divulgation d'informations supplémentaires sur les horaires des vols. C'est donc dans cette direction que cela semble aller. Avez-vous confiance dans le fait que la Cour suprême tranchera en votre faveur? Oui, car la mission de faire expulser de notre pays des meurtriers, les pires criminels, des barons de la drogue qui causent tant de ravages ici, relève du président. Vous savez, les plus grands barons de la drogue sont venus ici. Ils ont quitté d'autres pays pour rentrer chez nous. Ils ont traversé une frontière ouverte. Ils gagnent des millions de dollars en détruisant des vies, en tuant des gens. Et cela, c'est une prérogative présidentielle. Nous sommes censés les expulser ou les traduire en justice. Nous avons eu un juge. Je le qualifierais de juge rebelle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je ne sais rien de lui. J'ai appris cela très tard dans le processus et je me suis dit, c'est un ordre étrange. Vous avez des juges locaux, des juges fédéraux, des procureurs de district, des procureurs généraux d'État, des procureurs généraux qui cherchent à prendre le pouvoir. Je pense que, pour certains, c'est une question de publicité. Ils adorent l'attention médiatique. Soudainement, ils font la une de tous les journaux, alors qu'ils n'en ont pas le droit.